et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un super essai de moto. Vous l'avez vu, c'est une rétro, c'est une ancienne, c'est une vintage, c'est magnifique. C'est même une moto Maserati. Non, je rigole un tout petit peu, c'est à cause de ce symbole sur le carter ici. Tout ressemble à une moto des années 70, voire des années 50 un petit peu. On dirait presque un look de Bonnie. Eh bien non, c'est une moto électrique toute récente de cette marque RGNT suédoise. Qu'est-ce que ça veut dire RGNT? Regent. Et c'est la raison pour laquelle derrière on a un magnifique château. Et il faut être logique, quasiment l'intégralité de cette moto est fabriquée en Europe, en tout cas assemblée intégralement en Suède. C'est important, ça va vous expliquer aussi un peu le prix, avec ne serait-ce que les batteries qui ne viennent pas d'Asie, mais d'Autriche. Donc encore une fois, on est vraiment très européen. En fait, de toute la moto, il n'y a qu'une chose qui vient d'Asie, c'est le moteur. Alors on retrouve nos amis de RGNT dans la petite ville de Kungsbacka. On a rencontré en fait toute l'équipe de création, les ingénieurs suédois juste pendant cet essai, et ça nous a permis non seulement de tester la fameuse modèle numéro 1 sortie en 2020, mais également cette version 1.5 et surtout la version 2.0 en prototype. Il y a juste 2 prototypes au monde qui existent. On l'a essayé, ça va nous permettre de vous expliquer un petit peu où on se situe avec cette version 1.5, un peu à l'âge de pierre quelque part. Allez, je vous dis tout de suite. Tout dans cette moto donne l'impression de ces motos vintage rétro des années 50. C'est déjà la forme globale avec ce petit réservoir, faux réservoir naturellement, qui cache un mini coffre pour des clés, des gants, un gilet. Cette selle très longue en cuir avec cette petite sangle. Et puis à l'avant un phare rond vraiment traditionnel, sauf qu'ici il est à LED. Et puis ce petit feu arrière qui ici est un simple halogène. On n'a pas de feu à LED à l'arrière. Et là on est sur la version Scrambler. Pourquoi c'est important? Parce qu'il existe aussi une version classique. En quoi elle se distingue? Eh bien, notamment par ces fameuses jantes à rayons Excel, une marque qui est la référence des jantes en tout terrain. Et puis ces pneus, parce qu'ici on a des avants Trail Rider qui donnent un peu des grosses sculptures, type un peu justement Scrambler. On a donc une fourche à soufflet, c'est ça qui contribue aussi à cet aspect années 50 Paioli à l'avant. Puis à l'arrière, on retrouve des doubles suspensions Paioli, ce sont des suspensions italiennes à gaz. Côté freinage, on est aussi européen puisqu'on a du freinage Jijuan racheté par Brembo l'année dernière à l'avant avec un disque de 300 mm, un simple disque. Et à l'arrière, on a un disque de 220 mm, ce qui va vous donner une idée de la qualité du freinage pour ce qui reste une équivalent 125 puisque en dessous, et vous le voyez ici, le moteur dans la roue arrière. Et ici les grosses batteries. On a en fait ici une batterie de 7,7 kWh à comparer au nouveau modèle de 9,5 kWh qui permettront d'apporter un peu plus d'autonomie puisque en fait la RGNT 1.5 que l'on essaye ici dans cette version Scrambler, qui se différencie notamment de la version classique par un porte-paquet, eh bien ça va être l'autonomie. Celle-ci est donnée pour 120 km d'autonomie alors que le prochain modèle est donné pour 150 km d'autonomie. Quand on arrive entre 120 et 150 km, et on va le voir dans l'essai, y compris en duo, y compris en prenant l'autoroute, on commence à avoir des autonomies raisonnables pour faire non seulement de la ville, mais du périurbain, voire un peu plus, parce qu'on a pris l'autoroute et plus que pendant une demi-heure. Alors, pour allumer la moto, il y a une clé, mais en fait, il y a surtout un petit badge qu'il suffit de passer ici, qui allume auquel cas le compteur ou qui l'éteint, en tout cas, cette fameuse moto tout aussi vite. On entend un double bip. Alors ici, on a une moto très facile d'accès, malgré une selle qui est très haute, on est à 830 mm, ce qui est assez haut pour la selle. Et on a devant nous un écran très grand de 7 pouces qui est assez important avec les informations majeures. On retrouve la vitesse, km/h, le point neutre que l'on peut allumer tout simplement ici. On a l'indication de la charge de batterie à 100% et on a un écran presque tactile. L'écran tactile n'est réellement tactile que sur la droite, sur cette petite partie-là, puisqu'ici
ici on a deux indications qui sont les deux modes possibles sur cette moto, qui sont le mode range et le mode power. Le mode range, comme ça l'indique, c'est plus ou moins un mode éco qui va vous permettre d'avoir la plus longue autonomie. Le mode power va vous donner beaucoup plus de puissance, et entre ces deux modes, eh bien, il y a une vraie différence. Le mode power étant beaucoup plus sympathique, mais le mode range, mine de rien, permet d'aller rouler jusqu'à 110 km/h, ce qui est largement suffisant sur autoroute, et voire 120 km/h. Seul bémol sur cette version 1.5, on ne peut passer d'un mode à l'autre qu'à l'arrêt. Ça, c'est vraiment kikinant, alors que sur le mode prototype 2.0 qu'on a essayé, ben, on peut le faire en roulant, et c'est pour ça encore une fois que le fait d'avoir essayé le prototype 2.0, on va vous en reparler, mais il y a beaucoup d'améliorations sur ce modèle qui n'arrivera qu'en septembre 2022. Donc en appuyant sur la petite jauge ici, ben on peut choisir entre est-ce qu'on a le trip ou est-ce qu'on a le totalisateur. On peut remettre à zéro le trip, on peut choisir les mesures en métrique, en kilomètres ou en miles. On peut choisir également la lumière pour rétro-éclairer ou le thème simplement dark ou plus clair. Le type de connectivité, c'est là aussi qu'on voit qu'il y a l'acquisition de la position GPS, mais attention, malgré le fait qu'il y ait une carte complète qui s'affiche, qui vous dise où vous êtes situé sur la carte. Pour l'instant, il n'est pas possible de définir une direction du type Mappy ou Waze pour vous rendre quelque part, mais ça va venir, notamment parce que les applications mobiles existent. Alors quand je dis les applications mobiles existent, elles existent déjà sous Android, mais pas sous iOS, sous Apple, et ça aussi, ça doit arriver dans les mois à venir. Encore une fois, cette moto n'est pas un prototype, elle est vendue, mais on voit qu'il y a encore plein de progrès, et notamment des bugs informatiques, on en a rencontré. Côté recharge, il y a un chargeur qui est fourni avec, qui permet de se brancher sur le secteur. C'est une des grosses différences, hein. Ici, on se branche avec une prise spéciale et donc le chargeur qui est fourni sur le côté. Sur le prochain modèle, on pourra se charger également avec les bornes électriques publiques. Ça sera un vrai plus parce que là, les batteries ne sont pas extractibles. Donc, il faut absolument que vous ayez un endroit proche d'une prise, soit dans votre parking, soit dans votre garage, mais il est impossible de prendre la batterie pour la ramener chez soi. Côté recharge, RGNT annonce 3 heures de charge de 20% à 80%. On le sait, hein, les charges plus amples jusqu'à 100% prennent plus de temps, et effectivement, il faut plutôt compter 6 heures pour arriver à faire une charge complète jusqu'à 100%. Bon, et bien voilà, assez parlé de toute la partie technique. On met le casque élégant et c'est parti pour l'embarquer. Alors les deux rétros sont sympas. Initialement, quand on a reçu la moto, ils étaient placés plus vers le centre, on voyait rien, donc on les a décalés, on les a réglés. Maintenant ça va à peu près, c'est pas top, mais on arrive au moins à voir ce qu'on a derrière. La prise en main est hyper simple, les accélérations sont douces, mais mine de rien on est en quelques secondes à 50 km/h. La mise sur l'angle est facile, d'autant plus que les accélérations sont bien là. C'est pas un foudre de guerre, mais on sent quand même qu'on a les fameux 15 chevaux 11 kW. Ça sera toujours un petit peu plus qu'une 125, et toujours avec le confort de l'absence de bruit. Le freinage est très bon, très net, avec ce dual CBS, mais il ne faut pas hésiter à prendre quand même les deux poignées du freinage Jijuan. Le frein arrière est puissant, tout comme le frein avant. Pourtant, on a uniquement un simple disque de 300 mm à l'avant. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à prendre le freinage à pleine main. On ne freine pas à deux doigts. Et c'est un peu pareil pour le frein arrière, mais qui est très puissant. En fait, c'est bien équilibré. J'ai rarement eu un freinage aussi équilibré entre l'avant et l'arrière. D'habitude, l'arrière sont des ralentisseurs. Et puis le combiné, alors pas d'ABS ici, mais c'est pas obligatoire puisqu'on est sur un équivalent 125. Mais ça le fait très très bien. Et ce qui est rigolo, c'est cette sensation de tringlerie raccordée qui fait que quand on actionne le levier de frein droit, on sent le levier de gauche qui intervient, et vice versa quand on est sur les deux. Ça plonge pas du tout à l'arrêt, mais alors vraiment pas. On a l'impression d'habitude on est habitué à un phénomène de pogo. Ici, quand on freine à plat. C'est assez déconcertant.
Après, au niveau confort, la selle est dure. En fait, c'est une planche de bois. On m'aurait dit que c'était un hardtail. Je l'aurais cru, tellement c'est dur. Le moindre choc pavé, on le sent tout de suite. Le dos d'âne, j'en parle pas. Et comme il n'y a aucun moelleux sur cette selle, et qu'elle est très très fine, bah on le sent pas non plus. Alors non seulement elle est très fine, mais globalement la moto est très fine. Et on serre la selle avec l'intérieur des cuisses, mais du coup pas vraiment la moto elle-même. Et comme elle est très très fine, c'est pas évident. Donc au début on a un peu tendance à écarter les genoux, et ça demande un effort certain pour serrer la moto. Alors c'est assez rigolo, on a l'impression d'avoir une moto qui n'est pas vraiment maniable. Elle se retient pour arriver à vraiment avoir une grosse maniabilité, sauf si on s'y prend avec douceur. Faut vraiment pas lui donner un coup pour faire comme un évitement. On a l'impression qu'on a quelque chose de très long avec un long tamponnement, mais si on la brusque pas, et bien en fait ça le fait très très bien. Et l'avantage, c'est ce sentiment de stabilité sur l'angle qui est important. Comme je disais, la première impression, c'est que en fait, il y a peu de maniabilité, mais en fait, on fait des demi-tours dans la ville de façon très très simple, comme une 125, peut-être un peu moins qu'un Scoot 125 par contre. Et puis la mise sur l'angle est bonne. Alors hormis le fait que ça soit hyper sec et que ça soit une planche de bois, la moto est saine en fait, donc ça se tortille pas du tout. Le cadre à double berceau là est vraiment hyper rigide, et il n'y a pas de souci pour arriver en moins d'une dizaine de secondes à 70 km/h. On grimpe après régulièrement jusqu'à 90 km/h, franchement sans forcer, et y compris en duo en fait. Il y a assez peu de frein moteur, mais on sent quand même quand on lâche l'accélérateur qu'on part pas en roue libre. On est sur un scrambler, mais sans aucune protection, et du coup une fois qu'on arrive sur autoroute, on peut prendre un bon 110 km/h sans forcer. Il y a juste le warning qui est un peu bizarrement placé pour actionner. C'est pareil, autant l'écran est tactile et permet normalement de passer du mode power à range, range étant ce qui permet de donner la plus grande autonomie. On pourrait appeler ça un mode éco, même si on peut aller jusqu'à 110 km/h dans ce mode là. On aurait apprécié en fait de pouvoir changer de mode au guidon. Et ce qui est agréable en fait, c'est son rythme. Les accélérations sont douces, mais elles sont pas nulles. Elles sont hyper linéaires, il n'y a pas de point mort, il y a une réaction instantanée de la poignée de gaz. C'est facile. La moto reste très légère, hein. On connaît ces motos très lourdes, mais qui sont plus puissantes que les 15 chevaux. Notamment les Energica, ici 155 kg, en sachant que la batterie représente à elle toute seule 60 kg du poids. Donc dans l'absolu, quand on descend, bah, on est sur une machine à sec, sous les 100 kg, et une machine très silencieuse. En fait, il y a vraiment beaucoup d'électriques qui ont ce bruit de fusée ou d'électrique que l'on entend. C'est pas du tout le cas sur cette RG NT. Alors, l'avis de la passagère. Ça change des autres motos. J'essaie rarement toutes les Triumph, un petit peu rétro, les Scramblers et autres. Donc la selle comme ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, la particularité, c'est que pour une fois, comme il n'y a pas de pot d'échappement qui remonte ou qui arrive en dessous, les repose-pieds passagers sont super bas. Et en fait, c'est complètement atypique. J'ai l'impression de presque d'être sur l'arrière d'un vélo, on va dire. Il n'y a pas de poignée, bon ben ça de toute façon vous tenez au pilote. Par contre le gros point faible, c'est comme l'a dit David, les suspensions. On se prend des retours sur les plaques d'égout ou sur les pavés qui ne sont pas très agréables. Donc pour le pavé parisien, ça sera pas génial. Mais sinon, petite moto sympa qui ne fait pas un bruit.
ultra du coup silencieuse, on entend les oiseaux en même temps qu'on passe et c'est le plaisir de rouler dans le silence, on va dire, au look d'une ancienne, avec tout le monde qui nous demande oh, c'est une nouvelle moto. Et là quand on dit que c'est une électrique, alors là on est parti pour un quart d'heure d'explication. Et bien voilà, que peut-on dire en conclusion de ce Scrambler numéro 1.5 chez RGNT? C'est que la moto est vraiment jolie. Ce look, il est à mon sens vraiment superbe dans la production moto, c'est ce qui est vraiment très très beau. Deuxième point, c'est une moto quasiment intégralement fabriquée en Europe, c'est pour ça que ça coûte cher, 13 495 €. C'est pas un point fort, c'est un point faible, d'autant plus que le prix va encore augmenter pour la version 2.0 où on va passer au-dessus des 15 000 €. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a un moteur qui est puissant et notamment des batteries qui sont beaucoup plus puissantes que ce que l'on trouve sur la moyenne générale, même des scooters électriques. Ça va vous permettre vraiment de vous emmener en duo sur autoroute, sur 100 km sans aucun souci, en mode range. Mine de rien, il n'y a pas vraiment un vrai mode sécurité qui vous dégrade sur les derniers kilomètres. Donc on parle vraiment de vraie autonomie qui vont vous permettre d'aller en dehors de la ville, de faire du périurbain, de prendre l'autoroute en duo. Maintenant, l'un de ses points faibles, hormis le prix, c'est son confort. Il y a beau y avoir deux suspensions à l'arrière, c'est très ferme, c'est même tape-cul, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça, c'est une vraie amélioration qui peut s'effectuer sur cette partie suspension. Maintenant, c'est aussi une moto qui est très rassurante à haute vitesse. Quand vous êtes à 120 km/h, que vous doublez des camions sur l'autoroute, c'est hyper stable. Vous prenez des grandes courbes avec de la vitesse, c'est pareil, en duo, c'est stable, elle reste sur sa trajectoire. Le petit bémol, ce sera sa maniabilité qui n'est pas extraordinaire, notamment pour se faufiler entre les voitures. Si vous avez besoin d'une extrême maniabilité, vous vous dirigerez plutôt vers des scooters électriques. Et puis maintenant, on ne vous a pas parlé encore du bonus écologique, c'est 900 € plus 1500 € pour les professionnels, ce qui représente 2400 €. Si vous pouvez bénéficier de ce bonus un petit peu comme ça peut se faire aussi sur un BMW CO04 qui est un scooter ou même une Zero Motorcycles, et auquel cas vous faites baisser le prix effectif de cette moto à 11 000 €. Ça devient un peu plus raisonnable pour une moto qui n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire un gros spoil sur la version 2.0, un super écran tactile avec plein d'informations réellement modernes. Plus de modes, ici on n'a que deux modes, il y a un mode boost qui va vraiment vous donner envie de faire l'imbécile en ville avec la version 2.0. Bref, je vous invite à nous retrouver d'ici quelques mois pour non plus le prototype mais la version full de ce modèle RGNT. L'équipe était super sympathique, on s'est vraiment aperçu qu'ils avaient à cœur de faire améliorer cette moto. C'est pas encore le moment de l'acheter à notre sens, il y a encore plein d'améliorations à faire, mais ce qui est sûr, c'est que la 2 sera une version arrivée à terme et arrivée à maturité, donc rendez-vous très vite. Voilà, vous avez aimé cet essai, vous voulez nous retrouver non seulement pour des essais d'électrique, des scooters, mais également tous les millésimes 2022. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner, et d'ici le prochain essai, je vous dis à ciao, salut!